Et on s'interrogeait sur le sens des déclarations du président américain hier soir, qui dans un élan et un jeu de questions-réponses avec les journalistes est allé loin dans la menace, n'excluant pas de bombarder à nouveau l'Iran et s'adressant presque directement à l'ayatollah Khamenei, vous vous êtes pris une raclée du Donald Trump dans le texte relativement imprévisible, avec une question aussi en suspens, peut-être la plus grande question qui demeure à la suite de ces frappes américaines. Certes, il y a toujours des doutes autour de l'état exact des sites nucléaires iraniens, mais ces derniers jours, c'est surtout ce qu'il est advenu des stocks d'uranium enrichi à des niveaux proches de la militarisation qui interroge énormément. On continue d'en parler avec mes invités, mais Brandon Warred, vous nous avez rejoint. Qu'en est-il exactement ? Qu'a-t-on comme information récente quant à ces un peu plus de 400 kilos d'uranium iranien ? Bonjour Marie. Eh bien, effectivement, il y a une question qui se pose depuis plus d'une semaine. Où se trouve ce stock d'uranium ? A-t-il été déplacé ? A-t-il été détruit ? Vous le voyez, ces évaluations encore aujourd'hui. Alors, Donald Trump, lui, l'a répété jeudi sur son réseau social. Il dit ceci, rien n'a été retiré de l'installation. Cela prendrait trop de temps, ce serait trop dangereux et très lourd et difficile à déplacer. Alors, il y a différentes sources, notamment du Pentagone, qui sont citées, qui nous indiquent que ce site aurait été déplacé. Alors du côté de l'AIEA, de Raphaël Grossi, il l'a encore dit cette semaine sur notre antenne avec Darius Rochebin, on est plutôt dans le flou, on cherche surtout à faire des constatations directement sur le terrain. Vous l'imaginez, pour l'instant, c'est porte fermée du côté des autorités iraniennes. Un porte-parole qui disait encore il y a quelques jours, ce ne sont pas vos affaires. Alors vous le voyez, cet uranium enrichi aurait été retiré, déplacé vers un autre site. Alors si on suit cette hypothèse d'un déplacement de cet uranium, où pourrait-il se trouver aujourd'hui ? Peut-être vers ce 4e et nouveau site, un site qui était encore secret il y a quelques semaines, qui n'est plus vraiment. Alors, on se situe ici au nord de l'usine de Natanz. Nous sommes à plusieurs centaines de kilomètres au sud de la capitale iranienne, Téhéran. En dessous de ce mont de la Pioche, c'est une montagne qui culmine à 1600 mètres d'altitude. Il y a eu un rapport de l'ISIS, il y a plusieurs semaines, au mois d'avril, qui nous dit que ce site est beaucoup plus grand, beaucoup plus profondément enterré et surtout beaucoup mieux protégé que des sites comme Natanz, Fordo ou encore Ispahan. Et là, vous voyez cette image satellite du mois d'avril. On voit la construction d'une nouvelle zone de protection autour de ce site avec des tunnels, des portes d'entrée autour donc de l'entrée de ce 4e site. Alors, le 19 juin dernier, 2 jours avant les frappes américaines sur le site de Fordo. Regardez, par exemple, on voit bien sur cette gauche, ces véhicules. Nous sommes là devant l'entrée du site de Fordo, 16 camions et bulldozers qui sont autour de ce site. Quelques heures plus tard, le lendemain toujours, vous le voyez, on a ce déplacement de bulldozers et de camions en file indienne. Alors, quel est le contenant justement de ce genre de véhicule ? On ne sait pas, probablement des centrifugeuses, mais c'est intéressant de regarder ce que nous dit notamment du côté du porte-parole, notamment de l'organisation iranienne du nucléaire. L'hypothèse du régime de produire toujours plus d'uranium est bien réelle. Il nous dit que notre industrie nucléaire est ancrée dans notre pays. Ses racines ne peuvent être détruites. Du côté de Raphaël Grossi, encore au mois d'avril, il disait ceci à propos de ce site qui était encore secret. Il est évident que ce lieu abrite de nombreuses et importantes activités liées au programme nucléaire iranien. Merci beaucoup Brandon pour ce résumé d'informations qui nous donne un panorama, un horizon. Michel Fayad, ce qui est certain, c'est que c'est parole contre parole. Et on comprend quand même que l'administration Trump est bien la seule à être aussi définitive quant au fait que l'uranium n'aurait pas pu être déplacé, que les installations nucléaires sont profondément endommagées. Au dire des plus éminents spécialistes qui se sont défilés sur notre plateau aussi. Je pense notamment à Héloïse Failly, responsable du programme dissuasion et prolifération. Elle le dit, en réalité, un tel stock, 400 kilos, n'est pas très difficile à transporter, il ne prend pas beaucoup de place, n'est pas radioactif, il ne peut pas être détecté. Donc très clairement, il y a une forme de zone d'ombre assez effrayante aussi, dans le même temps. Oui, non, bien sûr. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou, il y a 2-3 jours, avait dit aussi que l'uranium avait été déplacé, mais que les services de renseignement israéliens savaient où est-ce qu'il se trouve. Bon, j'en ai parlé, mais moi, ma crainte, c'est qu'il se trouve à Qom, qui est à 35 km donc de Fordow, parce que Qom, c'est une des villes saintes de l'islam chiite, et si jamais l'uranium a été placé là-bas et que les Iraniens sont en train de tendre le piège aux Américains et aux Israéliens d'aller frapper de manière extrêmement forte
Qom, cela pourrait entraîner un djihad islamique chiite mondial. Parce qu'en réalité, c'est une ville sainte qui serait attaquée à leurs yeux. Elle a déjà été frappée durant les 12 jours, mais elle n'a pas été frappée de manière intensive et de la manière dont a été frappée Fordow, par exemple. Mais si jamais Qom recevait une telle frappe, beaucoup moins isolé, vous voulez dire, au niveau de la topographie des lieux qu'une centrale comme Fordow, isolée dans des zones extrêmement montagneuses et reculées. Oui, parce que là, Qom, vraiment, en Iran, vous avez deux villes saintes islamiques chiites, vous avez Qom et Mashhad. Et Qom est vraiment 35 km de Fordow, c'est rien. En fait, c'est un peu comme vous savez, les Iraniens qui frappaient Beersheva en Israël, qui était à 35 km de Dimona. Et c'est là vraiment le danger, c'est-à-dire que les Iraniens d'un côté, ils ont montré jusqu'à la dernière seconde et même après le gong entre guillemets qu'ils étaient qu'ils étaient capables de frapper Dimona en frappant Beersheva, ils montrent qu'ils peuvent frapper Dimona. Et de l'autre côté, il y a un possible piège donc tendu aux Américains et aux Israéliens en ayant caché cet uranium à Qom. Moi, c'est vraiment ma crainte. C'est votre inquiétude, en effet. Oui. Niaghele Bagayoko, avec aussi cette position des Iraniens, on a vu que la IEA a pu commencer à travailler, mais désormais, ils le disent, ils dénoncent, disent-ils, les intentions malveillantes de Grossi, qui était sur notre antenne, le patron de la IEA. Si la rupture était actée, là aussi pour la diplomatie internationale, pour le monde entier, ne plus avoir accès à ces sites serait très inquiétant. Oui, parce qu'en réalité, la véritable option de l'Iran, c'est la sortie du traité de non-prolifération. C'est de choisir une voie qui ressemblerait à celle de la Corée du Nord. On a vu que le Parlement iranien a adopté une résolution qui veut suspendre, en effet, l'accès de l'AIEA, qui a été confirmée par le Conseil des gardiens de la Constitution. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en interne par rapport à cette voie de sortie par le haut. Et ça se double du fait que face à ces informations contradictoires que l'on constate, il y a une sorte de politisation en fait du renseignement, notamment côté américain. On a très bien vu la façon dont Donald Trump a essayé de décrédibiliser Tulsi Gabbard, qui est quand même à la tête d'une agence qu'il a lui-même nommée. C'est une nomination parce que les faits qu'elle rapportait ne correspondaient pas au récit qu'il voulait mettre en avant. Enfin, considérant que l'Iran était bien à la recherche de posséder l'arme nucléaire. Et ça n'allait pas dans le sens, en effet, de ce qu'il voulait présenter à sa base électorale. Et enfin, juste pour terminer, il ne faut pas oublier que George W. Bush, après les bombardements en 2003 de l'Irak, au bout de 6 semaines, avait dit « mission accomplie ». On sait ce qui s'est passé par la suite. Donc il faut se méfier de ce type d'annonce, même si bien entendu on est face à une victoire diplomatique de Donald Trump. La communication politique n'est jamais bien loin, David Benahimi, sur ce qui se dit en Israël juste. Et on a vu à quel point l'opération, notamment des services de renseignement israéliens, avait été, applaudie, ou en tout cas regardée d'extrêmement près avec beaucoup de... C'était une opération 100% réussie, très clairement. 100%, quasiment, mais en tout cas, ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. S'il y a bien un pays dans lequel il vénère, entre guillemets, Donald Trump, et il est bien content de ça, c'est bien en Israël. Parce que, en effet, toute la controverse que vit au quotidien Donald Trump dans son propre pays, avec ses propres hommes politiques ou femmes politiques, à la télévision, où il est mis en cause, il y a eu pas du tout une réussite totale de cette destruction des sites nucléaires, etc. Ça, en Israël, il ne le vit absolument pas. Il y a des panneaux d'affichage qui ont été mis en avant. Et on sera avec notre correspondante tout à l'heure. Qui va nous le raconter, j'espère. Qui nous le racontera, mais oui, en effet, les Israéliens remercient absolument Donald Trump et ils sont satisfaits de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que là, Donald Trump, en fait, cette réaction dans cette conférence de presse, on est vraiment dans une situation où il est très énervé. Quand il dit à Khamenei, t'as perdu la guerre, lui, il était convaincu qu'il allait ressortir comme héros de cette phase et il le vit pas du tout comme ça. Il est un grand observateur des médias et
à la presse et à la télé américaine, il est vraiment remis en cause en permanence. Le rapport de CNN en milieu de semaine lui a fait extrêmement mal. Et Dieu sait qu'il remet en cause, en effet, Michel Fayad, ces médias remettant en cause régulièrement le système et les attaquant régulièrement. Juste m'interroger sur ce que disent le renseignement israélien de ces stocks d'uranium. Est-ce qu'on a peut-être des échos quant à son parcours possible? Michel Fayad, vous parliez de Qom. On a vu ces images, ces photos satellites. Ils disent clairement qu'il y a plusieurs possibilités. Soit ils sont enfouis sous fort d'eau, et donc dans ce cas-là, pour l'instant, la menace, elle serait contenue. Que le stockage ait été fait dans un autre site nucléaire caché, on vient d'en parler. Il y a une autre thèse qui est rapportée par des renseignements en Israël, c'est que il est possible qu'ils aient été éparpillés avant le début de l'offensive israélienne, potentiellement à l'étranger, comme ce fut le cas en 2015, quand il a fallu montrer que le programme nucléaire devait être démantelé. Il y a de l'uranium qui a été déplacé vers la Russie, donc il y a aussi cette possibilité que cet uranium ait été déplacé vers un pays ami de l'Iran. Général, je vous vois écouter attentivement. Sur cette histoire d'uranium déplacé. On est dans le doute, il faut le reconnaître. On voit bien que ce qu'espérait Donald Trump, c'est que les Iraniens acceptent de discuter et de trouver une solution. Il est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je reprendrai peut-être un peu ce que disait Michel Fayad précédemment. Nous avons une vision du schisme qui est la vocation au martyr. Non pas de se suicider comme les sunnites, mais monter au ciel pour une grande cause, je dirais, pour faire simple. Et que ce qu'on entend depuis 2-3 jours du côté iranien, c'est cela. Peu importe les pertes, nous sommes très grands, nous sommes très forts, et nous ne céderons pas. Alors que faire maintenant? La question, elle est là. On se rend compte qu'on a des doutes sur la destruction totale du programme nucléaire. On a des doutes sur où se trouve effectivement tout ce minerai ou cet uranium enrichi. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est ce que va faire Donald Trump. Est-ce qu'il va relancer des attaques beaucoup plus massives avec quand même ce doute sur le même résultat? Est-ce qu'Israël va accepter finalement, et je crois que j'ai lu aujourd'hui d'ailleurs, qu'Israël n'accepterait pas finalement que le programme nucléaire iranien ne soit pas totalement déstructuré. Donc il y a un moment, il va falloir trouver une solution. Alors moi, la solution, c'est soit les Américains disent c'est plus mon problème, réglez ça entre vous, mais ça veut dire que dans 5, 10 ou 15 ans, on aura d'autres problèmes avec la mentalité iranienne aujourd'hui, ou alors on entre en guerre. Or là, on retrouve sur une question de politique intérieure américaine, où l'électorat de Trump ne veut pas la guerre. Donc je pense que et son élection s'est faite sur ce message qui consistait à dire plus d'intervention. Sauf s'il y a une construction du discours, du narratif, en disant que vraiment l'Iran est une menace pour, pas uniquement demain, mais presque pour aujourd'hui. Donc on va voir ce que va faire le gouvernement américain. Et je ne pense pas d'ailleurs que les Israéliens, là, dans cette affaire-là, soient très... ils sont que derrière, ils ne peuvent que suivre, puisqu'il y a des moyens de pression aussi sur Israël, et que Trump n'hésitera pas, à mon avis, à les utiliser pour faire son narratif. Michel Fayad, juste sur la stratégie iranienne, sur ce que décrit le général, ces images aussi qui nous sont parvenues des premières funérailles nationales en Iran, des hauts gradés tués par Israël ces 12 jours de guerre. Il y a aussi des scientifiques. Une forme aussi de message envoyé au monde quant à ces images filmées et diffusées sur la télé d'État. Oui, c'est vraiment courant dans la République islamique et même avec le Hezbollah, les Hashish Arabi en Irak. On retrouve tout ce concept qu'on appelle Merajen El Nasser, c'est-à-dire les festivals de la victoire. Et donc, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils ont toujours gagné. Et je reviens tout à fait avec ce que vous venez de dire, Général, c'est que ils sont vraiment dans cette idée apocalyptique. Ils attendent que le Mahdi arrive, le retour de l'imam caché. Ils vivent dans ça. Je parle pas les Iraniens en général. Je parle vraiment les gens qui sont dans cette idéologie khomeiniste à l'intérieur du régime, et le guide suprême en fait partie. C'est pour cela que quand Trump demande à ce que le guide se rende, ça n'arrivera pas, parce qu'il est apocalyptique. Il veut en fait soit l'emporter, soit vraiment voir l'apocalypse arriver et le Mahdi arriver, l'imam caché revenir, enfin se réapparaître. Il y a vraiment une autre logique. On n'est pas en train de penser entre Français. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a peut-être pas toujours les bonnes lunettes, et c'est pour ça aussi qu'il est très utile de vous avoir sur nos plateaux. Juste Niagalé, sur ces images qui font écho quand même quand on entend Donald Trump dire « tu t'es pris une raclée », le tutoyant directement, l'interpellant. Il y a un contraste saisissant là, très clairement.
Oui, et puis il y a, comme toujours, avec les interventions américaines, à mon avis, une incompréhension des spécificités de cet environnement local. Toutes ces nuances, toutes ces subtilités ne sont à l'évidence absolument pas prises en considération dans la communication de Donald Trump, qui s'adresse beaucoup plus à un public national américain ou à un public de type occidental européen. Mais on a l'impression qu'en effet, ces démonstrations de force restent totalement incapables de contrer ce type de message, ce type d'approche, même si, bien entendu, la population iranienne, comme vous l'avez indiqué, n'est pas non plus forcément, loin de là, convaincue par ces démonstrations côté régime. Mais le régime est aussi complexe, ça on l'oublie, parce qu'il y a une sorte d'individualisation de la cible avec cette invocation permanente de l'ayatollah Khamenei, alors qu'on a un système qui est articulé autour de 3 têtes, un système avec notamment les gardiens de la révolution, un président dont on parle peu, mais qui joue un rôle aussi, le président Pezeshkian. Donc je pense que, en effet, les Américains mésestiment la complexité de l'environnement qu'ils ont en face.